Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, bonsoir, merci d'être venu pour ce film qui sera long, mais qui sera, vous ne regretterez pas, on espère. Et effectivement, on n'arrête pas de vous dire que la comédie musicale décline, les grands studios déclinent à partir d'après le milieu des années 50, et en fait, on vous montre des espèces de monuments. Donc, la dernière fois, c'était West Side Story en 61, et cette fois-ci en 64, My Fair Lady. En réalité, parce que c'est le moment où les studios se disent, on va mettre le paquet sur des comédies musicales déjà assurées, dans le sens où c'était déjà des succès de la scène. Donc, d'où le fait qu'il n'y ait pas dans ces monuments-là du rock'n'roll, de la musique contemporaine, parce que pour mettre ces sommes énorme, et vous allez voir que c'est de la grosse cavalerie au niveau production, c'est 250 chapeaux, costumes, bon voilà, on a des très grands volumes et même si c'est stylisé, des gros décors beaucoup plus importants même que pour la scène. Donc pour mettre tout ça, il faut s'assurer d'avoir une pièce originale de Bernard Shaw qui tient la route, vous allez entendre au niveau des dialogues, des mots d'auteur et de l'histoire, de la charpente de l'histoire, qui est calquée sur Pygmalion, et Pygmalion, c'est le titre du film qui a été tiré d'un scénario écrit par le dramaturge lui-même et dont s'inspire Cukor pour faire ce film. Donc on voit tout de suite le schéma Pygmalion, on le connaît parce qu'à Hollywood il est assez fréquent. Souvent les acteurs hommes sont beaucoup plus âgés de toute façon que les actrices, donc c'est pas quelque chose qui nous dépayse à Hollywood. On n'est pas dépaysé non plus de voir Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, en fait on la connaît. Alors je vous avais dit, ceux qui sont venus voir Gigi de Vincente Minnelli avec Leslie Caron, que c'était Audrey Hepburn qui avait créé le personnage de Gigi à la scène en 1951. Donc là, on est en 64. Hepburn, elle a fait énormément de grands films, dont des films avec Billy Wilder, d'ailleurs, Ariane et Sabrina, dont Diamant sur canapé avec Blake Edwards. Voilà, donc elle est vraiment à un moment de sa carrière où elle est extrêmement connue. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est elle qui va jouer le rôle de Eliza Doolittle et non pas Julie Andrews, qui l'avait joué à la scène à Broadway quelques années auparavant avec Rex Harrison, qui lui reprend son rôle 3 ans plus tard. Donc voilà, je vous laisse voir le film. On a hésité, me semble-t-il, quand on a conçu ce cycle, entre ce film-ci de George Cukor, parce que c'est un film de George Cukor, immense cinéaste de studio américain, dont on avait montré dans d'autres cycles des comédies. C'est vraiment le cinéaste de la comédie du remariage, par exemple, qui a fait beaucoup de choses avec Katharine Hepburn, Spencer Tracy, et dont on a montré des films avec Judy Holliday, si vous vous souvenez, Une femme qui s'affiche, par exemple, ou Comment l'esprit vint aux femmes. Il me semble qu'on a montré les deux. C'est un très très grand cinéaste d'actrice. C'est quelqu'un qui a accompagné, que ce soit Hepburn, que ce soit d'autres actrices. Et donc c'est un regard qui est posé aussi sur une actrice. On en reparlera peut-être après. Donc quand même se souvenir que c'est un film de George Cukor, et le film avec lequel on hésitait de Cukor, c'était Une étoile est née, son film de 1954, son autre grande comédie et longue comédie musicale avec Judy Garland. Et puis voilà, on a, je sais plus, pour une histoire enfin les deux sont très intéressants, histoire de droit peut-être, en tout cas où on a choisi, mais effectivement ce sont des immenses et très très longs films. Voilà, je vous laisse voir le film et j'espère que vous resterez un petit peu pour échanger après. Bon, peut-être quelques petits fils et puis pas trop longuement, puisque le film est effectivement assez long. Et puis je voudrais vous entendre. En fait, je crois que moi je l'avais jamais vu en vrai. Donc, ce qui m'apparaît là, d'abord, ce qui me frappe, c'est cette espèce de perfection de la construction qui nous rappelle, puisque le cycle est sur la comédie musicale, que les comédies musicales sont basées sur un contraste, en fait. C'est très simple, mais c'est très efficace. Si vous pensez à plein de comédies musicales, bon, ici c'est clairement un contraste de classe, c'est l'évidence.
mais où, en fait, je ne l'ai pas dit parce que c'est une généralité sur la comédie musicale, mais ça apparaît très, très fortement dans cette espèce de somme ou d'objet un peu parfait qu'est My Fair Lady, et qui est aussi tardif. Donc il y a une forme de sédimentation de tout ce que l'histoire de la comédie musicale porte, et qui est que ce contraste ici entre la fleur de pavé et Higgins, ou bien tout le monde auquel se rapporte Higgins, l'aristocratie et la haute bourgeoisie anglaise, c'est quand même, dans la comédie musicale, tout simplement un contraste qui représente le duel et le duo homme-femme. Là encore, c'est une généralité, mais c'est comme ça qu'est construite la comédie musicale, à savoir sur cette opposition entre quelqu'un, et qui, au fond, peut être résumée par cette confrontation entre l'homme et la femme. Et je dis ça parce que, évidemment, dans ce film, la misogynie du personnage masculin principal est outrée. C'est-à-dire que non seulement c'est Rex Harrison, alors que vous avez peut-être en tête dans le fantôme de Madame Muir, par exemple, The Ghost and Mrs. Muir de Mankiewicz avec Gene Tierney. Mais en tout cas, dans les chansons, les chansons de Alan J. Lerner, c'est aussi la perfection du film, la musique de Frédéric Leveux et les chansons. Cette misogynie, elle est écrite, elle est ourlée dans les rimes, dans l'écriture de chaque vers. Et donc, pourquoi une femme ne peut-elle pas être un homme, etc. Et donc, c'est écrit, c'est entendu, c'est martelé, noir sur blanc, cette opposition, disons, homme-femme, et cette opposition de classe comme étant finalement une opposition des sexes, structurante, disons. Pas forcément une guerre, même si l'arc narratif, donc il a changé la fin de l'histoire, parce que normalement elle devait épouser Freddy, je crois, et que finalement il y a cette petite coda dont on suppose que si il est question de chaussons, ça va être... tout ça va être une forme de conjugalité. Et donc, on retrouve le George Cukor qui a fait toutes ces grandes comédies de remariage, avec notamment Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Mais voilà, il me semble que le film, là, pose ça de manière, dans sa structure très forte, et que sa perfection tient aussi au fait que cette mise en contraste passe dans l'utilisation des couleurs, et notamment cette séquence centrale à Ascot, aux courses, du noir et blanc, qui est à la fois, là encore, un geste très simple, voire simplificateur, c'est-à-dire le côté stylisé, la théâtralité assumée, mais transformée tout de même par le cinéma. Mais ici, donc, cette séquence centrale des courses, entièrement avec les costumes, les très nombreux costumes, entièrement et les chapeaux énormes, entièrement en noir et blanc. Et comme par hasard, c'est donc un contraste entre le noir et le blanc qui est au centre du film. Donc il me semble que tout ça, d'une certaine façon, se tient, la comédie musicale avoue qu'elle est ça, c'est-à-dire avoue presque de façon nue cette simplicité-là, voire ce simplisme, et prend le risque de ça. Et je trouve que George Cukor est très intelligent. C'est pas du tout un cinéaste dont on reconnaît forcément la patte, au sens où il y aurait un style Cukor qui se reconnaîtrait visuellement ou dans le montage. C'est plutôt quelqu'un qui arrive à maintenir la force des acteurs et des actrices. En fait, on dit que c'est un metteur en scène d'actrices, et c'est vrai. Et en même temps, il traite pas mal non plus ses acteurs hommes, et à maîtriser, disons, à garder intéressante toute la matière qui est contenue dans le cadre, le profil mix qui est devant la caméra, et donc à savoir, bien sûr, les décors, les costumes, les maquillages, les perruques, vous en voyez beaucoup, les couleurs et l'usage du son, dont on va reparler parce qu'il est évidemment important, et pas seulement parce que c'est une comédie musicale, mais c'est l'évidence que tout ça fait partie du cinéma, sauf que c'est porté à un point de cohérence et que ça n'écrase pas les acteurs. C'est pas un film dans lequel toute cette minutie, disons, de décors, de costumes est gratuite et contre, à la limite, contre les acteurs, le texte, le personnage. Il y a un équilibre de tout. Et surtout, dernière chose sur Cukor,
il y a un mouvement. C'est-à-dire que la différence avec, par exemple, la pièce, c'est que, évidemment, au théâtre, quand ils sont en train de parler dans la maison, il y a un décor, ce qui est bien normal. Exemple, quand finalement il y a cette chanson où les bonnes vont la mettre au lit, où elle est heureuse, et lui mettre sa chemise de nuit, évidemment sur scène, à Broadway, elle s'endormait sur le canapé. Là, elle monte les escaliers, il y a un changement de décor. Alors c'est normal, on est au cinéma, mais tout ça est dans le mouvement chez Cukor. Ils disent quelque chose, ils traversent la pièce et il arrive toujours à maintenir ce mouvement perpétuel de manière très, très dosée et je trouve très juste, comme justement avec une forme de musicalité dans son sens du rythme de l'image. Donc le film me frappe comme cette perfection-là. Et je me suis aussi dit, lié à ça sans doute, que c'était pas un hasard s'il s'ouvrait sur les très gros plans de fleurs. Donc ça, c'est le générique, l'espèce de prologue, avec ces énormes fleurs. Et comme disait Jean-Paul Lançon, comme c'est du Panavision 70, il y a une texture particulière du 70 mm. Et puis ensuite, on comprend pourquoi il y avait les fleurs. Elle vend des fleurs, mais on voit bien que ce n'est pas non plus les mêmes fleurs, que ce sont des violettes. Comme par hasard, les violettes, la couleur violette se retrouve dans sa première robe donnée par Higgins quand elle est rhabillée chez lui. C'est aussi la couleur de la robe de Mrs. Pierce. Ensuite, et puis à la fin, quand elle revient à Covent Garden, on voit la couleur des violettes quand elle les regarde et qu'elle n'est pas reconnue par la vendeuse qui l'a remplacée. C'est un exemple, mais c'est aussi ce travail-là, et il me semble que ce travail est lié au fait que elle vend des fleurs au début, motif très mélodramatique. Vous connaissez évidemment Les Lumières de la Ville, Chaplin, la petite vendeuse aveugle de fleurs. Et on pourrait dire à la fin, elle devient une fleur, parce que ce costume rose qu'elle a à la fin avec la rose à la taille, et puis les questions aussi, est-ce que c'est la reine ou est-ce que c'est... Non, c'est une autre des invités, une duchesse au bal qui dit, mais on dirait qu'elle vit dans un jardin, qu'elle a vécu parmi les fleurs. Voilà. Et il me semble que... Voilà, c'est l'ambassadrice qui dit ça. Et il me semble que peut-être, moi ça m'a fait penser que peut-être que la comédie musicale hollywoodienne c'est pas que ça nous donne envie de vivre parmi les fleurs, mais en tout cas, ça porte quelque chose de ce rapport aux fleurs qui sont quelque chose à la fois de naturel et d'utilisé en société, surtout par la haute société de cette époque, où ils se mettent tous toujours des fleurs au corsage à la boutonnière. Voilà, à la fois de la petite, du ruisseau, de la petite violette, et à la fois de la dépense gratuite de la vie et de la mort immédiate, puisque ce sont des fleurs coupées, etc. Et il me semble que voilà, il y a une poésie là-dedans, qu'elle soit intentionnelle ou non, cette idée que c'est ça aussi qu'on cherche, nous, dans la comédie musicale, c'est-à-dire d'être parmi les fleurs. Et je trouve ça assez émouvant que ce soit ponctué comme ça, de loin en loin, avec ce jardin à la fin, le jardin de la mère de Higgins, où bien cette fois-ci c'est elle qui les fait pousser, elle les vend pas seulement, elles tombent pas dans la boue, elle les fait pousser, et évidemment ça peut être métaphorique de sa propre croissance, mais au-delà de la métaphore, quelque chose de la comédie musicale elle-même et de ce qu'elle peut nous apporter, à mon avis, est porté par ce motif des fleurs. La troisième chose, c'est évidemment le rôle du son et de la phonétique dans le film. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, et je me demande maintenant si on l'a passé, Jean-Paul saura peut-être, on avait mis au programme Boule de feu, dans le programme Belles et Rebelles, un autre cycle qu'on avait fait. Oui, on l'a passé. Hein. On l'a pas passé ? On l'a passé en toute fin d'année, quand on a eu la reprise après le confinement. Voilà. Est-ce qu'on l'a passé ici même ? J'ai un doute. Ouais. Oui ? Ah oui. Oui, voilà, tout à coup, ce confinement m'a complètement... Et donc, Boule de feu de Hawks, c'était aussi ce même motif. Alors, pas tout à fait du Pygmalion, parce que c'était Gary Cooper en homme-enfant, mais c'était pareil, il relevait l'argot d'une danseuse de cabaret, parce qu'il faisait une encyclopédie. Bon, ce motif-là
de la phonétique, du linguiste, de l'objet d'observation scientifique, mais lié au langage, il est intéressant dans le cadre d'une comédie musicale. Pourquoi ? Parce que certes, cette comédie musicale, elle a un peu de danse. Hermès Pan, le chorégraphe de la comédie musicale classique, est là, mais elle est quand même très peu dansée, vous en conviendrez. Elle est certes chantée, on va revenir peut-être à comment précisément elle est chantée, mais en réalité, il me semble qu'elle porte quand même beaucoup sur du parler. Sur une forme de langage qui réfléchit à ses méthodes, à son langage. On parle de rhétorique, on parle de phonétique, on montre des écritures phonétiques, on montre des appareils que Cordy sait documenter sur le personnage qui est représenté dans la pièce de show et qu'il a fait refaire des appareils tels qu'ils étaient décrits, etc. Donc il y a toute cette insistance sur comment les mots sont dits. Alors bien sûr, en Angleterre, comment on parle, ça désigne très précisément l'origine sociale, il y a une teneur politique à ça. Mais indépendamment de ça, en plus de ça, c'est particulier, je trouve, d'utiliser tout ça à l'intérieur de la comédie musicale. C'est pas rien de renvoyer à la diction, plus loin, diction, de renvoyer à la façon dont on parle, dont on articule les mots, à la texture sonore, à la texture de l'accent, à l'intérieur d'un genre qui, normalement, prône une forme de transparence, de légèreté, de glissement. C'est le musical intégré. Hein. Tout à coup, on se met à chanter et c'est les émotions qui sortent, si possible, dans des beaux morceaux. Alors c'est pour ça que la question de qui chante et comment, c'est quand même important, mais je pose juste le fait que c'est Rex Harrison qui, d'une certaine façon, a imposé ce style que maintenant on connaît très bien dans la comédie musicale et qui est le parler-chanter. Il l'a imposé sur scène quand ça a été créé plusieurs années, 3 ans auparavant sur scène. Voilà. C'est comme ça que lui ne chante pas, si vous voulez, mais parle en chantant et ça marche très bien. Et en face, asymétrie homme-femme, vous remarquez, Audrey Hepburn, qui n'est pas non plus chanteuse de formation, elle par contre, il y a des moments où elle parle-chante, où elle chante avec sa propre voix, et puis vous aurez remarqué qu'il y a d'autres moments où sa voix est beaucoup plus lyrique, beaucoup plus soprano, et où en fait elle est doublée par Marnie Dixon, l'une des très très grandes doubleuses qui a une formation de chant lyrique et qui a doublé, bien sûr, puisqu'on a montré West Side Story la dernière fois, qui a doublé la voix de Maria de Natalie Wood dans West Side Story. C'était quelque chose qui à Hollywood, y compris en 64, n'était pas connu, enfin était caché. Si vous vous souvenez de la chanson de Elle et lui aussi, qui n'est pas une comédie musicale, mais de McCarey qu'on a passé il y a des années ici, elle est chantée par Deborah Kerr à l'écran, mais elle est doublée par Marnie Dixon. Marnie Dixon, dont le nom n'apparaissait jamais, qui par contrat avait un anonymat forcé, et donc voilà, personne ne savait que c'était pas la voix des actrices. Nous maintenant aujourd'hui ça nous paraît fou parce qu'on reconnaît, on entend bien, mais il fallait absolument pas, elle était menacée par les studios de plus jamais travailler si jamais elle disait à quiconque qu'elle faisait ça, alors que sur le tournage, elle était là, elle était souvent là, les actrices et les acteurs le savaient. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que ça s'est su, ça a commencé à se savoir, ça a commencé à faire toute une histoire, disons, dans le milieu hollywoodien, et que, du coup, d'ailleurs, sans doute, c'est aussi pour ça que c'est Julie Andrews, la même année, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice, et non pas, par exemple, Hepburn, parce que Julie Andrews, elle chante dans Mary Poppins. Elle chante et on sait que c'est elle qui chante, donc il y a un vote peut-être un peu de sympathie aussi pour quelqu'un qui chante ses propres paroles. Mais évidemment, c'est très travaillé dans le film. Alors bon, je sais pas, j'ai amené un extrait où on voit le passage, en fait, parce que plusieurs des chansons ont été, je sais pas si tu veux le passer, ça dure tu veux le passer maintenant ? Oui, ça dure 2-3 minutes, on peut peut-être parce que Audrey Hepburn, et ça c'est souvent le cas dans la comédie musicale, les actrices chantaient. Elles chantaient quand même si elles n'avaient pas une grande formation de chansons, et elles pensaient jusqu'au bout que peut-être ça allait passer. Et les réalisateurs
ne leur disait pas tout de suite que finalement, ça, au niveau valeur de production, ça allait être hétérogène, ça allait pas aller avec cette grosse production, et c'est arrivé à plusieurs actrices, et là c'était le cas. Avec Audrey Hepburn, elle a vu Marnie Dixon, elle a parlé avec elle pour certaines scènes, et puis d'autres scènes ont été ensuite en plus redoublées. Et donc là, c'était un petit peu plus difficile pour elle. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs scènes qu'on a vues qui ont été tournées avec la voix d'Audrey Hepburn et qui finalement ont été doublées. Et on monte peut-être une, je ne sais plus si c'est le numéro Show Me. Évidemment, comme on préfère la voix d'Hepburn, il me semble. C'est-à-dire que quand on la connaît, c'est-à-dire qu'on veut entendre la continuité peut-être corporelle entre le dialogue et la voix qu'on connaît et la voix chantée. Et en même temps, pour la chanson, on peut aussi préférer la voix de Marnie Dixon. Bon, c'est un jeu de bascule sans fin, mais ça c'est quand même assez ironique qu'un personnage qui devient parlé par un autre, puisque on lui enlève son accent pour lui faire parler mieux, subissent une espèce de deuxième humiliation, si vous voulez, ou de deuxième, et qui est le doublage par une chanteuse de l'actrice. Donc c'est assez vertigineux, ça. Et puis de savoir qu'il y a donc une asymétrie entre hommes et femmes, puisqu'on comprend que Hepburn, elle aurait pu chanter, parler comme Rex Harrison. Et ben non, pour une femme, c'est pas ce qui est attendu dans le livret, donc c'est assez intéressant. Et dernière chose que je vous ai pas dit sur Rex Harrison, mais je pense que vous l'avez vu, parce que quand on restaure un film, en fait, on voit en numérique, on voit trop de choses, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on s'en aperçoit. Alors tant mieux, parce que ce film est tellement riche dans les décors, dans les détails, des bijoux, des étoffes, tout ça. C'est Cecil Beaton que Cukor a été amené à détester du point de vue du caractère, mais qui a été placé par la production Jack Warner, qui lui-même était le vrai producteur, le type du studio, mais qui est vraiment le producteur du film, et qui était lui très bon. Mais par contre, donc il a placé ce Cecil Beaton, mais qui était un très très cultivé, qui connaissait toute la période édouardienne, donc 1901-1910 très bien, et qui l'a bien documenté, et qui a bien œuvré notamment au costume et au décor, mais pas avec le décorateur, le directeur, art director, le directeur artistique que préférait Cukor, Gene Allen. Donc voilà, les deux. Mais donc tout ça est fait de manière très minutieuse. Mais par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, à mon avis, à cause du numérique, on voit le micro qui est dans la cravate beige. Est-ce que vous l'avez vu à la fin, quand elle est partie et qu'il est en beige? Bon, de toute façon, il n'est que en beige ou en gris pendant tout le film. Ça, c'est le travail sur la couleur dont je n'ai pas reparlé, à part le contraste noir et blanc. Il y a aussi quelque chose de frappant que Cukor décide, contrairement à nos attentes de comédie musicale, à ce qu'on a vu dans ce cycle, par exemple Parade de printemps, où c'est un défilé de couleurs et où Cukor dit non, ma question, c'était plutôt comment enlever de la couleur. Et donc, au début, vous avez toute la partie noire, on pourrait dire la partie de Covent Garden, de nuit, de pluie, de pauvreté au début, avec des touches de couleur, des robes extraordinaires, brillantes, etc., des dames qui sortent de l'opéra. Et puis ensuite, c'est l'inverse, et tout le monde est en clair, et il y a des petites touches aussi de couleur, comme dans le chapeau et la tenue noir et blanc avec les petites touches de rouge. Donc, mais c'est intéressant que Cukor se pose le problème à l'envers de ce qu'on peut penser de la comédie musicale. C'est au contraire comment j'enlève de la couleur de tout ça, et notamment ça passe par une neutralisation de la couleur des costumes de Rex Harrison. Mais donc, vous n'avez peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu là, vraiment, le micro un peu comme ça, quoi, long, enfin un cylindre qu'on voit caché dans cette cravate beige, et qui à l'évidence est aussi dans les cravates d'avant. Donc en gros, quand il n'a pas de cravate, il n'a pas de micro-cravate, mais c'est le premier film dans lequel apparemment ils ont utilisé un micro-cravate, un micro synchrone, quoi, qui portait lui sur lui, et ce serait lui qui aurait demandé ça. Parce que pour son parler-chanter, évidemment, ça implique, c'est un jeu d'acteur, ça implique des rires, ça implique des nuances de colère, d'émotion, etc., qui sont beaucoup plus difficiles à refaire quand on chante-parle en studio. Ça n'a pas de sens de refaire tout ça en studio. Donc si on trouvait qu'il était très très bien synchronisé, c'est normal, c'est parce que pour lui, c'était du son direct. Alors que, par exemple, pour elle,
elle le fait très bien, le doublage, mais c'est jamais direct, même quand elle, je crois, même quand elle chante elle-même. Vous avez vu qu'il y a des numéros, notamment le numéro avec le Just You Wait, Mr. Higgins, très très long, avec cette espèce de séquence un peu de fantasme, de mise à mort par le roi de Higgins, avec ses côtés qui sont graisseux là pour faire un halo autour. On alterne entre la voix d'Hepburn et la voix de Marnie Dixon, et la voix de Marnie Dixon est seulement dans la partie fantasmée de elle en Lady. Donc vous voyez que c'est très composite, mais ça fonctionne, il me semble. L'ensemble fonctionne assez bien parce qu'il y a aussi une unité et une puissance, disons, du sens, le fait qu'il y ait tous ces appareils, tout ce travail sur la voix, et toute cette texture liée aux techniques de la comédie musicale. Bon, voilà, là j'ai trop parlé, donc je veux bien que vous interveniez. Alors moi, c'est un petit point de détail. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a 2 scènes où les personnages sont statiques. Oui. La première fois, au lever du jour, où on voit les personnages arriver puis s'arrêter en 3 fois, puis tout le monde repart. Oui. Et on a l'impression qu'il y a la même chose à Ascot avec les... Oui. Alors je ne sais pas l'intérêt de faire ces scènes et ce qui a été recherché dedans. Alors... Moi, c'est pas dans les intentions, je peux pas vous... Mais par contre, ce qui me frappe là-dedans, donc dans ces tableaux, on pourrait dire, hein, c'est quasiment des scènes tableaux, c'est justement ce que je disais de Cukor, c'est-à-dire son sens rythmique du mouvement, comme une chorégraphie, même quand c'est pas du mouvement dansé. C'est-à-dire que le déplacement d'un personnage, ou le déplacement de la caméra, ou le déplacement des chevaux, tout ça fait partie du rythme du film, et c'est cet impact-là à la fin qu'on a, nous, spectateurs. Donc pourquoi à ce moment-là ce côté ballet, alors lui il assumait complètement justement le côté stylisé, théâtral, le fait que c'était une pièce, qu'il a été fidèle à la comédie musicale sur scène de Broadway, et qu'il a encore raffiné d'une certaine façon. Il lui a donné une forme de profondeur, mais il ne cherchait pas à la tordre. Donc premièrement, à mon avis, le côté stylisé, assumé de l'origine de Broadway, de la pièce. Et deuxièmement, peut-être plus intéressant, moi je lirais ça à ce que je vous disais sur le fait que c'est assez peu dansé, c'est chanté, mais chanté d'une manière particulière, qui est liée au parler, qui est liée à la question de la façon dont on parle dans le film, à tous ces appareils, à toute cette phonétique, au pari central qui lie le récit. Est-ce qu'on va réussir à la faire parler, à la faire imiter ce psittacisme-là de la haute société? Est-ce que ça voudrait dire que tout n'est qu'apparence? Ça voudrait dire que le système de classe, c'est du pipeau total, et que tout n'est qu'un habit, et qu'il suffirait de... Voilà. Donc c'est très politiquement, c'est très subversif. Eh bien, il me semble que ça, c'est lié au fait que le personnage de Rex Harrison se concentre sur la bouche d'Eliza Doolittle, qui, comme par hasard, jouée par Hepburn, est en plus une grande. Vraiment, c'est une actrice qui a un petit visage, mais une grande bouche. Et que donc, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de ces scènes. C'est-à-dire que tout à coup, on arrête le mouvement, et les personnages ne sont là que des bouches, quoi. Alors j'ai l'impression d'être Samuel Beckett en vous disant ça, mais il y a ce côté-là, ce côté désosser le numéro chanté, parlé de comédie musicale, pour qu'il arrive à un truc très très minimaliste, qui serait en fait que des gens qui bougent pas et qui ouvrent la bouche et qui chantent. Et donc il y a une forme je trouve d'assèchement, mais ponctuel, parce que par ailleurs le film n'est que dépense et chaud d'une certaine façon, mais il ménage à l'intérieur des moments où c'est le contraire de ça, où c'est en fait c'est une comédie musicale, parce que hop, on s'arrête et on chante quelque chose juste sans bouger. Et je trouve ça assez beau, cette moire-là.
Et si je peux me permettre de relier ça à quelque chose de narratif dans le film, parce qu'on a quand même des attentes, me semble-t-il, nous qui aimons la comédie musicale classique, des attentes amoureuses, des attentes d'histoire d'amour entre les deux, et c'est tangent. C'est-à-dire qu'il est joué par Rex Harrison Higgins avec un tel cynisme, avec une telle jubilation dans les mots de la misogynie, du mépris de classe, de l'objectivation du sujet scientifique qu'il a pris, etc., qu'on se dit, mais c'est pas possible en fait. Le fil amoureux, il est vraiment trop fin. Et ben, il me semble que déjà cette focalisation sur la bouche porte quand même une forme d'érotique du souffle, de tout ça. Et quand on écoute le film dans les dialogues, il y a beaucoup de choses liées à ça. Donc il y a un fil, disons, plutôt érotique de ce point de vue-là. Et que quand même, si vous vous souvenez, comment se finit le film, c'est quand même lui qui se repasse la bande, enfin le disque, le sillon, de la voix de Eliza. Donc il y a tous ces appareils qui étaient des instruments de torture, quasiment, ou qui étaient des instruments de la froideur scientifique, vont devenir l'appareil de la mémoire, de la nostalgie, de la perte de l'aimer, de l'amour, etc. Donc voilà, je trouve que quand même, on se raccroche à quelque chose d'amoureux, peut-être un peu trop tard, je ne sais pas si ça fonctionne, parce que la relation, elle est vraiment décrite comme un peu sadomaso, d'une certaine façon. Hein. Quand il la met à la torture, en lui faisant répéter toujours la même lettre, évidemment le même son, le même phonème, ça fait penser à ce qu'on a vu, à ce qu'on connaît un peu comme ça, vaguement dans la Vulgate de ce qu'a fait Charcot avec les hystériques. Ça fait un peu penser à ça, de mesurer des humeurs, de mesurer la voix des femmes, de mettre... Vous avez vu les photos de profil de Eliza dans son bureau, etc. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'instrument de torture et du sadisme qu'elle retourne dans certaines scènes, donc évidemment dans la scène où elle fantasme qu'elle le fait décapiter par le roi. Mais oui, juste ce que je disais sur le fil amoureux, c'était qu'en fait, cette tension entre une forme de sécheresse, bon, discrète, hein, je suis d'accord, mais disons une forme de sécheresse, parce que c'est pas si commun de voir dans une comédie musicale ce côté scientifique, par exemple, très détaillé, la phonétique, les écritures, etc. Et tout le reste, c'est-à-dire le côté brillant, de dépenses incroyables qu'il y a pour les costumes, les bijoux, etc., donne l'idée que peut-être cette métamorphose, ce motif qu'on connaît de Cendrillon, en gros, de quelqu'un, la métamorphose de la jeune femme de Souillon en princesse, qui va être le motif associé à Audrey Hepburn, hein, dans Ariane, dans Sabrina, enfin dans plein de films d'Audrey Hepburn, c'est souvent ça, c'est un motif de conte de fées, évidemment. Eh bien, ce motif-là, il masque dans son côté purement visuel, purement d'excès visuel et d'excès de spectacle, il masque une autre métamorphose qui est celle de l'homme et qui, elle, nous reste invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à la fin, quand on le voit écouter tout seul, quand il est dans la ville d'abord, tout à coup très grise, qui nous apparaît, qui est filmé de manière extrêmement grise, puis ensuite quand il est tout seul avec son pauvre phonographe, avec la voix Cockney qui réécoute, qu'on se dit, ah oui, en fait, lui aussi, il n'en parlait pas, mais il y a eu une métamorphose et il est passé de bachelor, de célibataire endurci à amoureux. Donc en fait, il y a comme un monde parallèle. Il y a le monde de tout ce qui nous est donné de spectacle et d'apparence de la haute société. Et puis il y a un tout petit chemin qui est le sismographe amoureux de ce type, quoi. Ça, je trouve ça assez beau comme tension à l'intérieur du film. Je voudrais revenir au son. Les deux galops à Scott créent une tension. Ah oui. Ah, on se dit il va se passer quelque chose. Et effectivement, l'éclat oui, vous avez raison. de Eliza
Oui, vous avez raison, c'est à l'intérieur de cette séquence. Cette séquence, elle est vraiment... tout est extrêmement bien pensé, aussi bien visuellement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de son aspect visuel, avec en plus au premier plan la grille. Enfin, on voit bien que ils sont parqués là, quoi. C'est vraiment la société, la haute société qui se gated, hein, vraiment. On pourrait dire la pulsion, les chevaux le naturel qui revient au galop d'une certaine façon. Et effectivement, on sait bien que le film est construit justement sur la rétention et le débordement. C'est ça que je voulais dire aussi. On peut le formuler aussi comme ça. De même qu'il est construit sur l'accumulation de bavardages, de paroles, de rhétorique, de paris phonétiques, etc., de professeurs, et ça. Et puis de moments de silence. Il y a des moments où ils sont aussi dans le salon, où tout à coup on se dit mais il y a un problème de son, tellement il n'y a rien du point de vue du son. Et à l'intérieur de la séquence Ascot, il se passe aussi ça. C'est-à-dire que quand on entend, par exemple, le galop sans le voir, on se dit « Ah oui, d'accord, il va laisser ça hors champ. Ça va être un truc burlesque, où on va juste entendre les chevaux qui passent et on va les voir faire ça, hein, comme chez Hitchcock, l'inconnu du Nord Express, quand il regarde le tennis. » Et en fait, non. Deuxième moment, il y a des vrais chevaux qui rentrent dans le champ. Alors, je pense qu'ils sont en accéléré. Mais en tout cas, j'avais écouté un commentaire avec le type qui avait travaillé, Gene Allen, l'art director. C'est effectivement des vrais chevaux, c'est pas un trucage. Donc, cette espèce de chose en deux temps. Au début, il y a à la fois une grande stylisation et à la fois, tout à coup, le vrai animal qui rentre. Et bien sûr, vous avez raison de le mettre en parallèle avec la retenue de Eliza et puis tout à coup, son débordement langagier. Oui. J'ai le micro, alors j'en profite. Oui. J'ai eu l'impression d'entendre Maurice Chevalier doubler le père de... Ah, intéressant. Ah, c'est son accent, oui, ma femme mais aussi. C'est bien. À force de voir des comédies musicales avec Maurice Chevalier, on va l'entendre partout. Non, et puis il a un accent vraiment anglais, pour le coup, avec une pointe de Pays de Galles, paraît-il, dedans. Mais ah oui, c'est marrant comme on a des... C'est bien, on ajoute à la moire sonore, quoi. Ouais. Le père, c'est lui qui chante. Oui, Stanley Holloway. Ah oui. Je crois que sa fin de carrière est plutôt un bon rôle. Oui. Oui, on parlait de la subversion, comme vous y allusion à la subversion. En fait, c'est dans la pièce de Bernard de Shaw, qui, déjà, il y a la misogynie, et on voit aussi, au départ, les suffragettes. Oui. Voilà, il y a justement la comédie des classes sociales. Et moi, je dirais qu'il y a aussi le rôle du père qui n'est pas négligeable, qui finalement, il y a toute cette philosophie on va dire, un peu anarchiste. Oui, anarchisante, oui. Voilà, et qui se retrouve coincé, en fait, à rentrer parce que il a de l'argent et qu'il ne voulait pas d'argent, en fait. Oui. Et qui se retrouve marié aussi. Il se retrouve, en fait, avec toutes les attachées par l'argent et par le mariage, alors que c'est ce qui rejette au départ. Oui, il part à l'église les pieds devant. On a bien compris que c'est un enterrement. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une symétrie entre... Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire aussi, mais qu'il y a une symétrie entre le personnage de Higgins et le personnage du père, qui ont à peu près le même âge en plus... Vu la différence d'âge entre Hepburn et Harrison, mais il y a une symétrie dans le sens où finalement lui n'est pas un représentant de la classe ouvrière. Il y a cette chanson With a Little Bit of Luck où on voit que you don't work, you won't have to work. Donc c'est les pauvres qui en plus travaillent sont vraiment des pauvres imbéciles pour lui. Donc c'est pas un film bien pensé, c'est pas une pièce. Enfin, le texte en tout cas n'est pas bien pensant par rapport à la classe ouvrière où ce serait le rags to riches, le schéma habituel d'être tiré du ruisseau et puis de finalement par la bonne morale bien pensante de la société de grimper les échelons. Il s'agit évidemment pas de ça. Et puis, on pourrait dire en parallèle, en symétrie à ça, Higgins, qui introduit Eliza dans la
très haute société, mais qui, lui, semble quand même ne pas en faire partie. Enfin, sa mère en fait partie, mais elle dit « je veux pas te voir, surtout ne viens pas dans mes cercles, parce que tu vas me faire excommunier, aussi bien auprès du vicaire que du cercle des ambassades, etc. » Donc lui-même est un marginal. Alors il dirait pas lui-même qu'il est anarchisant, parce qu'il se fait... son ethos est bourgeois, mais en réalité, quand même, en tant que personne qui refuse le mariage, avec des petits, pas sous-entendus, mais ce côté un peu, le rapport qu'il a avec Pickering, quand il lui dit « Ah, il faudrait un nœud ici », bon, on voit bien qu'il y a des petits sous-entendus un peu à une forme de relation un peu de homo-sociale, disons, pour pas dire homosexuel, mais en tout cas, il est lui aussi... en marge du système de valeurs tel que la société middle class, comme dit le père, ou la haute société, finalement partage cette morale. La pièce se situe en dehors de cette morale. Et ça va bien avec, disons, la comédie musicale classique, parce que c'est quand même très individualiste, les schémas de la comédie musicale classique. C'est une réinvention de soi. Alors certes, qui passe par le fait d'interagir, de devenir un couple, etc. Mais c'est pas si moralisateur. Il y a quand même l'idée d'abord de l'accomplissement de l'individu, plus que de l'adéquation à la société. Au prix de la solitude, hein, d'ailleurs. C'est pas pensé. Pour revenir sur le positionnement... les acteurs qui sont immobiles dans de scène, comme justement je pense que l'aristocratie c'est la société du spectacle, comme dans certains spectacles, derrière le rideau avant qu'on le lève, on peut placer les acteurs, figurines. Voilà, les figurines, et qui vont se mettre à bouger pour jouer. Oui. L'idée que tout est extrêmement codifié dans ce milieu et que tout n'est qu'apparence, et traduite dans la chorégraphie de ces séquences tableaux, et aussi bien sûr dans le gag du hongrois, du détective linguistique ou du maître chanteur linguistique qui est censé déceler et outer les pauvres, en fait. C'est ça, c'est un déceleur pas seulement d'étrangers, mais de métèques et de pauvres, et qui souligne le fait que tout ça n'est évidemment qu'apparence, que code, que ensemble de connaissances de ces codes, et que si on ne les a pas, on échoue, et que si on les a, peu importe qu'on vienne du ruisseau, oui, bien sûr. Tout ça est cohérent, du coup, avec... Oui, Higgins est dérangeant, je pense qu'il est entre les deux, il ne fait pas partie de l'aristocratie pour cause, puisque à travers ses études de langage, il peut effectivement repérer ce qui est faux dans l'aristocratie. Je pense que il doit quand même être gênant dans ce monde-là. On comprend que la mère ne souhaite pas spécialement à ce qu'ils viennent s'introduisent dans cette société où il peut effectivement repérer tous ceux qui n'ont rien à faire là. Oui, mais c'est intéressant que lui n'ait pas choisi, contrairement à son disciple, d'en faire un usage, disons, d'abord lucratif, et puis de chantage, c'est-à-dire d'assigner les gens à d'où ils viennent. Et on s'aperçoit qu'au début, dans la première séquence, quand il dit « Ah, vous venez de tel quartier », etc., c'est une fierté, mais dont il ne tire pas d'autres... C'est ça aussi, en fait, c'est une figure de l'intellectuel, c'est ça. C'est ça, c'est la figure de l'intellectuel. Qui est un peu en marge, qui est intégré dans la société parce qu'il a de l'argent, parce que ses études peuvent être reconnues, etc. Mais au fond, le rôle de l'intellectuel, c'est quand même d'avoir un point de vue critique sur la société sans en être pour autant, au dehors, quoi, complètement au dehors. Ouais. Et je voudrais resituer aussi le film au moment de sa sortie. Je crois qu'il est sorti en 1966 en France. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas, vous pouvez me confirmer. Comme vous l'avez vu. Donc c'est la première fois que je le revois sur grand écran depuis 1966. Et alors, je voudrais le resituer dans le contexte parce qu'on a été à 2 ans de 68.
et que tout de même, il commençait à y avoir des mouvements de révolte dans la jeunesse, les teenagers, comme on les appelle aujourd'hui, ou je ne sais pas si c'est passé de mode, mais enfin bref, il y a un moment où on les appelait comme ça. Et c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai le souvenir... Alors, je l'ai vu au Gaumont Palace, mes parents m'ont emmené... Parce qu'à 16 ans, on allait encore au cinéma avec ses parents à l'époque. Et j'avais l'impression que ce film était un ovni, commençait à être un peu out. Il était plus in du tout. J'avais presque honte de dire que j'étais allée voir ce film avec mes parents, parce que c'était quand même la grande période de la nouvelle vague, des films américains. On n'était pas loin. Bon, le lauréat, tout ça sorti un peu après, mais on commençait à avoir du cinéma américain un peu nouveau. Et je pense qu'il a eu un certain succès, mais alors vraiment dans un milieu très particulier. Mais en tout cas, aux États-Unis, il a eu un énorme succès. Oui, je pense. Parce que le cinéma est plus familial aussi comme sortie. Mais en France, je serais curieuse de voir les sorties parce que je pense qu'il ne passait pas dans beaucoup de salles, parce que d'abord, c'était effectivement un grand spectacle. Alors, au Gaumont Palace, oui, peut-être, je ne sais pas s'ils l'ont passé au Rex. Alors, je sais qu'aux États-Unis, les gens réservaient leur place, exactement comme pour aller au théâtre. Oui. C'était vraiment de cet ordre-là. Mais je me demande s'il ne fallait pas le faire aussi, peut-être, d'ailleurs, parce que c'était d'une grande séance. Et je crois qu'il y avait encore au Gaumont Palace, parce que j'ai connu ces séances-là, il y avait encore un spectacle en plus du film. Hein. Donc, oui, mais je ne sais pas si ce film-ci... Oui, mais vous voyez bien comment le film réfléchit quand même sur son propre spectaculaire. Et comment, par cette tension entre ce qui lui arrive à lui et qu'on ne voit pas, et puis tout le reste qui n'est que visible, enfin qui n'est que spectacle, il crée quand même quelque chose d'assez subversif pour le coup. Et donc voilà, je trouve que n'est pas subversif ce qui paraît le plus subversif. Oui, et en plus, effectivement, à 16 ans, on n'en fait pas la même lecture que j'en fais aujourd'hui. Hein. Là, il y a des choses... Enfin, bon, c'est même hérissant d'entendre certaines choses. Enfin, mais de même que si vous avez vu Gigi de Minelli qu'on a passé ici, qui s'inspire de My Fair Lady, la pièce, c'est cette question de l'objectivation du corps féminin. Voilà, elle le dit d'ailleurs, la mère, hein, vous êtes deux bébés qui jouent à la poupée. Quoi. La poupée, hein, donc vous l'habillez, etc. Et donc cette valeur aussi d'argent, enfin de ce côté légèrement prostitutionnel, il y a tout ce début où elle croit qu'elle est prise pour une prostituée. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et dans Gigi, puisque c'est une famille, c'est une lignée de demi-mondaines, et ici où c'est pas la même configuration, mais où il y a quand même cette tractation du père qui vient chercher de l'argent, sous-entendu pour vendre physiquement sa fille. Donc c'est chargé, on le voit pas forcément, et le spectacle fait aussi qu'on passe d'une séquence à l'autre, d'une chanson à l'autre, mais c'est quand même très présent. Et le fait d'avoir vu Gigi, pour ceux qui l'ont vu avant, voilà, nous rappelle aussi cet aspect-là. Et en même temps, il est très comédie musicale, il est comme un bonbon, ce film. Hein. C'est vrai que c'est le paradis, les fleurs, c'est les belles couleurs, c'est la belle musique. Mais c'est très curieux qu'il soit sorti à ce moment-là, parce qu'en même temps, commençait à surgir dans, en tout cas, la société française, cette révolte contre le père, contre... Voilà, c'est toutes ces dominations masculines, ça commençait déjà à arriver. Donc, c'est vrai que ça a été très curieux. Moi, je me souviens, à la fois, j'ai été emballée par ce film, je l'ai adoré, je connaissais toutes les chansons par cœur, j'ai le disque, j'ai le vinyle, mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. Oui, c'est dur à avaler, mais en même temps, le film raconte aussi le debunking, le dégonflement d'un ego masculin, quand même, très fortement. Ouais. Et quand elle dit, chez la mère, hein, quand elle dit « What a fool I was, what a dominated fool », j'étais une imbécile dominée. Enfin, voilà, elle a un discours quasi bourdieusien. Donc, c'est pensé par le film. C'est pas seulement psychologique dans le sens où il y a un ego masculin qui est le type qui vit tout seul, qui se croit complètement en autarcie. Bon,
et qui finalement vit tout seul, mais il a quand même un compagnon qui l'invite comme ça du jour au lendemain à habiter chez lui. Il a quand même des bonnes et des bon voilà, donc et puis mother voilà, quand il est quitté par la femme et qu'il appelle sa mère, bon c'est hilarant. Donc c'est quand même assez caustique sur la pseudo-autonomie et la domination masculine. Mais effectivement, c'est ça que j'adore dans la comédie musicale, c'est qu'il y a ça, et puis il y a le contraire de ça, on pourrait dire. Et c'est pareil dans French Cancan de Renoir de 54, qui est un peu sa comédie musicale d'une certaine façon, avec aussi une très grande différence d'âge entre le personnage de Gabin et puis Françoise Arnoul. C'est déroutant, parce que des gens le ressentent comme mais c'est scandaleux, encore un vieux qui tombe amoureux d'une jeune et qui la fait travailler, etc. Et puis d'autres le ressentent comme le contraire de ça, comme un récit d'émancipation de la jeune femme. Voilà. Donc et je crois que la comédie musicale, en fait, en réalité le cinéma de fiction en général, mais en particulier la comédie musicale, accueille ces ambivalences, ces ambiguïtés et ces tensions, et peut vraiment les mettre en scène. C'est même le lieu, en fait, de leur mise en tension. C'est ça qui est intéressant. Et non pas des fables, une moralité, etc. C'est pour ça que, là encore, je trouve que quand le père, c'est un peu... mais quand le père dit « non, moi, j'ai pas de morale », c'est quand même fou d'entendre ça dans un film. « Mais vous n'avez pas de moralité ?» Mais non. Et finalement, il parle un peu aussi pour le film, d'une certaine façon. Et Rex Harrison non plus n'a pas de morale. Enfin, en tout cas, c'est une morale qui est pas édifiante. Bon, merci. Merci pour ceux qui sont restés aussi. Et on va changer de registre. Alors, ça ne sera pas la fièvre du Covid, mais... Donc, boule à facettes, comment on appelle ça Voilà, la fièvre du samedi soir. Donc, on passe au disco à la prochaine séance, qui sera l'avant-dernière séance du cycle, avec la fièvre du samedi soir. Et il faut venir le voir parce que si vous ne le connaissez pas, on a souvent des a priori sur ce film. Gros, disco, donc automatiquement le truc kitsch. Et en fait, non, pas du tout. Hein. C'est vraiment un très bon film. Voilà, un regard social vraiment. Encore un film politique. Caché. Voilà, exactement. Bon, bonne nuit, merci.